Mais en allant vers le camp, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'était difficile de sortir de la maison parce qu'il y avait encore des échauffourées et quelques violences dans le périmètre où moi j'habite, à savoir Kipé, et pour être plus précis, l'axe qui part du centre émetteur vers l'aéroport, en passant par le carrefour de Bambeto. Quand vous êtes venu ce jour, vous avez dit que M. Moussa Dadis Camara vous a dit « Tibou, vous avez vu ce qu'on m'a fait ». Oui. Ce qu'on m'a fait. Oui. Il voulait parler de qui? Non, franchement, c'est tout ce qu'il a dit. Et après, parce qu'en fait, il y a un couloir, et juste après le couloir, vous avez le bureau. Donc il y avait une assise dans le couloir. Au moment où je venais, c'est là où je l'ai trouvé. Et après, là-bas, parce que apparemment, et ça je le saurai après. Oui, ce qu'on m'a fait, il veut parler de qui? Je saurais le dire. Je veux savoir. Il n'a cité personne, il n'a avancé aucun nom précis. Pratiquement, il ne vous a rien dit de spécial. Non, Monsieur le Président. C'est juste cette Ça me ramène à vous demander pourquoi il vous a appelé ce jour pour venir. Pourquoi il vous a appelé? Moi-même, par la suite, je me suis posé la question, parce qu'en dehors de ce qu'il a dit et de l'avoir suivi après dans son bureau, pour écouter certainement ce qui s'était passé dans la journée, nous n'avons pas eu d'échange. Donc j'ai dû rentrer après. Donc il ne vous a rien dit? Non. Mais il arrivait qu'il m'appelait, qu'il m'appelle et que par la suite, qu'il n'y ait rien de particulier. Ce n'était pas la première fois. Il m'appelait souvent. Mais ce jour était spécial. Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Mais il ne m'a rien dit. Après ces événements, il vous a appelé. Oui. Vous êtes venu. Et il ne vous a rien dit? Non, à part ce que je viens de relater. Ministère public, des questions aux témoins. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Tibou Camara, le parquet voudrait d'abord vous remercier pour ce temps et le récit que vous venez de donner. Je voudrais savoir, puisque vous avez dit tout à l'heure, vous étiez dans le voyage de l'abbé. Je voudrais savoir à quelle heure vous êtes arrivé à Conakry. Moi, parce qu'en fait, on est parti en rang dispersé et on est rentré en ordre dispersé. Moi, personnellement, je suis rentré en début de soirée. En début de soirée? En début de soirée. Du 27? Le 27. Est-ce que, quand vous êtes arrivé, vous avez pris un peu de temps au camp Al-Fayaya? Ou bien vous avez continué directement à la maison? Non, non, je suis allé directement à la maison. À la maison? Directement à la maison. Vous étiez le conseiller spécial du président Dadis à l'époque? Non, ministre chargé de la communication auprès du chef de l'État et du ministre de la Défense. C'était la fonction précise. Est-ce que vous avez constaté une réunion, la préparation d'une réunion au fin de prendre des dispositions quant à la manifestation du 28? À votre connaissance, est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Non, monsieur le procureur, non. Il n'y a jamais eu de réunion où vous n'avez pas pris part à une réunion pour prendre des mesures idoines dans le cadre de cette manifestation du 28? Non, monsieur le procureur. Alors, je vais revenir sur ce qui vous intéresse principalement. La communication entre le président Dadis, et le président Sidia Touré. Selon vous, quelle était la nature, l'émotion, la nature de cette communication? C'était houleux entre le président Dadis et le président Sidia Touré, puisque c'est à travers votre téléphone qu'il a communiqué avec lui.
Merci, monsieur le procureur. Je ne crois pas que la conversation ait été houleuse ou venimeuse, dans la mesure où l'esprit de l'appel, c'était un plaidoyer dont le président avait été convaincu pour pouvoir parvenir à un accord et à un compromis avec les organisateurs. J'ajoute que c'est le capitaine qui m'a demandé d'appeler Sidia. Cela veut dire qu'il a estimé sans doute, parce que ce n'était pas le seul qui était engagé dans l'organisation, qu'avec M. Sidia Touré, le courant passerait mieux et qu'il était un meilleur interlocuteur que les autres. Le président Dadis n'avait-il pas menacé Sidia Touré en votre présence au téléphone? Non, monsieur le procureur, à aucun moment. Il ne l'a pas menacé? Non. Il n'a pas tenu ses propos. Si vous organisez la manifestation, vous serez tenu responsable. Il a tenu ses propos, oui ou non, devant vous? Vous savez, comme je l'ai indiqué, la conversation n'a pas été à son terme. Il y a eu une première interruption. J'ai rappelé M. Sidia Touré pour une seconde fois. Et après, il y a eu une seconde interruption. Et puis, après, le téléphone ne passait plus. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas eu d'échange houleux? Il n'y a pas eu de menace dans les propos du président Dadis? À ma présence et à ma connaissance, non. Quand vous êtes arrivé, vous dites que le 28, dans la journée, vous étiez à votre domicile. Le président Dadis vous a fait appel de venir au camp Alpha Diallo. Quelle était l'atmosphère qui régnait au camp Alpha? Non, franchement, à votre arrivée. Non, c'était un sentiment d'effroi, un sentiment d'émoi, d'incompréhension. Tout le monde autour, pour le peu de personnes que j'ai pu voir, se demandait comment cela avait pu arriver et surtout qui en était l'auteur. On sentait vraiment la frayeur, de l'émoi, de l'émotion, de la stupeur et un sentiment de détresse, pour ainsi dire, face à l'ampleur du drame et aux premières conséquences qui se faisaient déjà sentir dans la cité. Pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes que vous avez trouvées? Quelles sont les personnes que vous avez trouvées au cas Alpha Diallo? Écoutez, ce sera difficile à dire, monsieur le procureur, parce que lorsque on est appelé par le chef de l'État, comme d'ailleurs le 27, on rate le pas et on ne pense qu'à le voir lui personnellement, sans compter qu'à cette époque, il y avait plus de militaires que d'autres personnes, et moi, de tout temps, je ne connais pas beaucoup de militaires jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un milieu que je ne connais pas et où je n'ai pas de fréquentation. Alors, M. Thibault, vous avez également dit que quand vous êtes arrivé, le président Dadis, vous avez vu une personne qui était abattue. Absolument. Et suite aux raisons de ces morts, vous avez dit que les gens lui ont fait comprendre que c'est par bousculade. Alors, vous pouvez nous dire quelles sont les personnes qui ont tenu ces déclarations au président Dadis pour dire que c'est par bousculade? Vous savez, tout est allé très vite, comme je viens de l'expliquer. Lorsqu'il m'a appelé, je l'ai trouvé dans le petit couloir, attenant à son bureau, les mains sur la tête. Quand il a relevé la tête et qu'il a vu que j'étais là, il a dit: Thibault, mon ami, tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Tu as vu ce qu'on m'a fait? Moi, je n'avais pas de réponse face à une telle interpellation. Et presque aussitôt, il a continué dans son bureau et je l'ai suivi. Et la plupart de ceux qui étaient là, je ne connais pas leur nom, mais ce sont des gens qui appartenaient au service de sécurité et qui ont dû certainement suivre les événements sur le terrain et lui rendre compte de leur déroulement. Parce que c'est pour cette raison d'ailleurs que je ne suis pas resté dans le bureau, parce que je n'étais pas concerné, quoi. Vous ne connaissez personne de ces agents de sécurité? Non, franchement, non. Vous ne connaissez personne? Non, vous savez, moi, je n'étais pas très intégré. C'était presque, comme je l'ai dit dans ma déposition, j'étais lié à la transition et aux deux personnalités de par mes fonctions. Je n'avais même pas de bureau en tant que tel.
et je venais lorsqu'on me faisait appel. Donc je n'étais vraiment pas réellement intégré dans le groupe et je n'avais pas de relation en tant que tel avec les autres acteurs de la transition. Alors, vous personnellement, vous avez dit que d'autres personnes ont trouvé la mort par balle réelle, à tir à balle réelle. Comment vous avez appris? Qui vous a donné cette information? Par les médias et les appels que je recevais de personnes qui apparemment ou étaient au stade ou étaient avec ceux qui étaient au stade. Les médias le disaient déjà au fur et à mesure, parce qu'à l'époque, il y avait une couverture médiatique minutieuse qui suivait le déroulement chronologique des événements et au fur et à mesure, les nouvelles tombaient. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs, nous allons donc continuer à poser nos questions. Monsieur Tibou Camara, nous vous félicitons pour la clarté de votre exposé. On va donc continuer à vous poser des questions de précision. Vous allez nous dire comment la garde présidentielle était structurée. Il y avait environ combien d'hommes là-bas? Monsieur le procureur, je pense que c'est une colle. J'ai suivi un peu les débats ici, même ceux qui étaient chargés de la sécurité, dont c'est le métier, et qui étaient dans l'action, n'ont pas pu répondre à cette question. Alors je pense qu'elle n'est pas destinée aux profanes que je suis. Oui, mais puisque vous étiez à la présidence constamment. Avec le président, être avec le président. Est-ce que vous n'avez pas eu une idée sur l'effectif de la garde présidentielle? Être avec le président, c'est pas être toujours à la présidence. Et ensuite, vous savez, les effectifs, les questions de sécurité relèvent de questions d'un autre ordre qui ne pourrait pas être connu de quelqu'un comme moi. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas su, il y avait environ combien d'hommes? C'est impossible que je le sache, même si je le voulais. D'accord. À la station de l'abbaye, qui avait pris la pompe pour mettre du carburant dans le véhicule du président Dadis? Non, je n'ai pas suivi la scène parce qu'on était scindés en deux groupes. Moi, j'étais avec le second groupe, un peu plus haut, autour du général Sikouba Konaté, et il y avait d'autres, un peu plus loin, autour du capitaine Moussa Dadis Camara. D'accord. Je reviens sur une question posée par mon collègue. Vous étiez rentré à Conakry, à quelle heure précisément? La nuit, c'est sûr. À quelle heure? Non, c'était un peu tard, parce que... Il était 0 heure? Quand le président Dadis m'a appelé, j'ai dit que ça doit être vraisemblablement après minuit. Et c'est après que je sois rentré, il n'y avait pas si longtemps que ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est dans la soirée. Et c'est sûr que ça va à minuit, parce que c'est après minuit que j'ai répondu à son appel. Donc c'est un peu avant, si on veut situer dans le temps. D'accord. Et ce meeting-là, comment vous avez appris l'organisation? Comment vous avez appris que ce meeting-là allait avoir lieu? Monsieur le procureur, hier, comme aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une manifestation qui est projetée, venant, que ce soit des acteurs politiques ou ceux de la société civile, longtemps avant la tenue effective et la date de la manifestation, il y a une large publicité qui en est faite, et c'est d'ailleurs par cette voie et par ce moyen que la mobilisation est faite. Oui, je veux savoir à quel moment précis vous, M. Tibou, avez été informé? Bon, je ne saurais pas dire le moment, mais lorsque le mot d'ordre a été lancé, et que... C'était une semaine avant, 2 semaines avant, 10 jours, à peu près? En tout cas, c'est un peu avant quand même. Un peu avant? Un peu avant. Un peu avant la manifestation. D'accord. Est-ce que vous aviez remarqué la présence répétée des leaders religieux au niveau de la présidence et pour rencontrer le président Dadis afin d'éviter tout ce qui est arrivé? Est-ce qu'il venait là souvent et il n'avait pas la chance de le rencontrer? Monsieur le procureur, je pourrais vous dire que pratiquement tout ce que la Guinée comptait
à cette époque, de fonctionnaires, d'hommes d'affaires, de religieux, d'hommes politiques se sont succédés et relayés autour du capitaine Moussa Dadis Camara. Ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois. Il avait des rencontres fréquentes avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient issus de la société civile, de la société politique ou de la notabilité religieuse. C'est vrai que je ne suivais pas son agenda parce que, comme je l'ai dit, je n'étais pas en permanence au camp Al-Faya. J'y allais le plus souvent lorsqu'on m'y appelait parce que je n'avais pas de bureau et je n'avais pas de mandat qui m'obligeait à avoir une présence continue au camp qui était le siège de la présidence. D'accord. À la veille de ces événements, est-ce que vous avez remarqué leur présence pendant la nuit là-bas? Non. D'accord. Et juste avant ce 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère qui prévalait à la présidence? Ou bien vous n'avez rien remarqué de spécifique? Comme je disais, avant le 27, tout le monde sait que le travail se faisait la nuit. Et comme partout où il y a un siège du pouvoir, il y avait toujours de l'affluence. Chacun venait poser son problème. Il y en a qui venaient pour avoir les faveurs. Bref, il y avait l'affluence habituelle liée. Par rapport à ces événements, est-ce que vous n'avez rien appris à la présidence? Non, est-ce pas que du des tout. dispositions n'étaient pas en train d'être prises? Non, monsieur le procureur. Vous n'avez pas remarqué cela? D'accord. Vous dites que c'est votre téléphone qui a été utilisé pour appeler le président Sidia. Il y avait combien d'officiers à côté lorsque le président Dadis parlait avec le président Sidia? Je n'ai pas très bien compris. Il y avait combien d'officiers à côté d'eux lorsque vous appeliez le président Sidia? Je crois que, si je me souviens, il y avait à peu près 3 ou 4 personnes de sa protection personnelle parce que, comme je l'ai dit, et je le répète, le capitaine Moussa Dadis Camara n'était jamais pratiquement seul. Ce jour d'ailleurs, exceptionnellement, il y avait peu de monde. Sinon, son bureau ne désemplissait pas et parfois même, il y avait du mal à se faire une place. Les 3 personnes là, vous vous rappelez de leur nom? Non, c'était des... Ce qui est sûr, c'était des hommes en tenue, mais je ne saurais dire qui c'était exactement. Le colonel Tchekro était présent? Moi, je ne me souviens pas l'avoir vu. Mais en tout cas, il y avait Au moment où vous appeliez le président Sidia, il n'était pas présent? Vous savez, si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas ce jour-là avoir fait plus de 5 ou 10 minutes avec le président Dadis. J'insiste. Est-ce qu'au moment où vous appeliez le président Sidia, vous n'avez pas remarqué sa présence? La présence du colonel Tchekro, sincèrement, je ne me souviens pas. Même s'il avait été présent, je ne me souviens pas. Et vous ne pouvez pas dire aussi les noms de 3 personnes qui étaient là? Non, je dis à peu près 3 à 4 personnes. Je ne saurais dire avec... Vous ne connaissez personne? En tout cas, il y avait d'autres personnes que moi. Oui, ces 3 à 4 personnes-là, vous ne les connaissez pas? Non, non, pas du tout. Sincèrement, non. D'accord. Et la maison qu'occupait le président Dadis, est-ce que cette maison avait une issue de secours? Non, 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 je n'ai jamais su. En fait, il me recevait dans la maison. Et le plus souvent, assis sur le lit ou assis à l'intérieur de la maison. Je ne m'y attardais pas beaucoup. C'était le temps de le rencontrer et de repartir. Sincèrement, son intimité ou ses appartements privés, je ne peux pas en donner les détails. D'accord. Est-ce que vous connaissez quelque chose du régiment? Vous avez entendu parler du régiment? Oui. Régiment, vous avez entendu parler? Oui, j'ai entendu parler du régiment, la garde présidentielle. Qui était le commandant? Sincèrement, je ne le sais pas. Vous ne vous êtes jamais intéressé? Les questions militaires et de sécurité, monsieur le procureur, lorsqu'on est civil, c'est un péril de s'y intéresser. Parce que on va vous poser la question du pourquoi de votre intérêt pour ces questions. D'accord. On voit que vous n'avez pas été dans l'État. Oui, bien sûr. La division du travail, comme avec la justice. Nous sommes des profanes.
Non, non, la division du travail là-bas aussi. C'est cloisonné. On vous a fait venir parce qu'on veut comprendre. Oui. Voilà. Est-ce que Marcel était bien l'adjoint de Toumba? Je les voyais ensemble, sans connaître la nature exacte de leur relation ou de leur collaboration. Mais en tout cas, assez souvent, je les voyais ensemble quand même. Oui. Est-ce que Marcel, on l'appelait adjoint de Toumba? C'est ce qui transparaît en les voyant. Mais je ne peux pas le dire de manière formelle et catégorique, puisque je n'ai pas vu d'acte de nomination et on n'a pas non plus parlé. Mais dans les faits, c'est ce qui semblait laisser croire leur proximité apparente. D'accord. Est-ce que le président Dadis écoutait souvent vos conseils? Le président Dadis, je vais vous raconter une anecdote, parce que votre question a réveillé un souvenir à moi. Je me rappelle qu'une fois, une des rares fois d'ailleurs, où j'ai eu la chance d'avoir un entretien en tête-à-tête avec lui, nous discutions un peu de la conduite de la transition et de la manière de qualifier le processus et de le rendre un peu plus inclusif. À l'issue de la discussion, le capitaine avait été convaincu du bien fondé de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Il en était intimement et fortement convaincu. Et moi, personnellement, j'en étais heureux. Mais peu de temps après, je ne lui ai pas dit, et j'ai su par la suite que peut-être il avait partagé enthousiaste l'idée avec d'autres, parce que dans la cour, des officiers m'avaient interpellé pour me dire, mais tiens, c'est toi qui veux qu'on nous remplace tous à nos postes, qu'on prenne nos places en parlant de gouvernement d'union nationale. J'ai dit non, moi je n'ai pas dit de vous remplacer ou de prendre vos places. J'ai essayé de dire au président qu'il fallait faire un peu de place aussi aux autres pour que le processus soit un peu inclusif. Mais ce n'est pas au détriment de vos places, c'est d'ouvrir pour qu'il y ait un peu plus de place pour les autres. Je n'ai plus parlé de gouvernement d'union nationale et le capitaine non plus ne l'a pas fait. Donc, à partir de l'interpellation qui avait été faite à moi-même, j'ai compris que par la suite, il a dû y avoir des pesanteurs et d'autres contraintes qui n'ont pas permis de concrétiser l'idée. Et je termine sur ce point pour dire, il peut écouter mon avis. C'est pourquoi, dans mon introduction liminaire, j'ai parlé un peu de la délicatesse de gouverner et de la difficulté à conduire des hommes. Vous savez, un chef de l'État, il est au milieu de beaucoup de courants, d'intérêts, d'opinions, d'influence. Il y a des jours où vous êtes entendu, il y a d'autres fois où vous n'êtes pas compris. Parce que comme on le dit, vous n'êtes pas le seul à murmurer à son oreille. Il entend beaucoup de sons de cloches différents, à partir desquels il fonde son jugement et sa conviction qui pourrait être proche de votre avis, de votre sensibilité, de votre préférence, tout comme ça peut en être complètement éloigné. Donc on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on est écouté par un président ou avoir la vanité de dire qu'on doit être écouté par le président parce qu'on n'est pas le seul qui le rencontre et on n'est pas le seul qui lui parle. Donc, vous avez compris qu'il y avait réellement des pesanteurs qui pesaient sur lui. C'est dans la nature du pouvoir, monsieur le procureur. Vous savez, il y a François Hollande qui a écrit un très beau livre, Les leçons du pouvoir, où il explique un peu la relation qui existe entre un chef de l'État et ses conseillers. Dans ce livre, je vous le résume, il dit que chaque fois qu'il doit prendre une décision importante, il fait appel à l'ensemble de ses collaborateurs. Il donne la parole à chacun pour donner son avis, faire une suggestion. Et qu'après le tour de table, chacun des collaborateurs s'attend à ce que ce soit son point de vue, sa suggestion,
que le président retienne en fin de compte pour prendre sa décision. Il dit qu'il est amusé de voir un peu chez ses collaborateurs cette attente, cette langueur de voir dans quel sens, dans quelle direction pourrait aller la décision. Mais qu'en fin de compte, lui, le président de la République, prend la décision et toutes les décisions qu'il a eu à prendre en tant que chef de l'État l'engage personnellement parce qu'il est le dernier, en dernier ressort, à décider de ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. D'accord. On ne va pas insister outre mesure. Et vous, vous avez démissionné le 2 novembre 2009. N'est-ce pas? On peut savoir les raisons. Pourquoi vous avez démissionné? Je les ai expliquées amplement dans ma lettre de démission, mais je vais vous les résumer. Monsieur le procureur, après un événement aussi dramatique, le chef de l'État, vous avez l'occasion de le rencontrer. Vous le voyez lui-même dans un certain état d'impuissance, de désarroi face à ce qui est arrivé et d'incompréhension qui donne le sentiment que lui-même, il ne maîtrise pas la situation ou ne contrôle pas les événements. Ça vous donne à réfléchir lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation. Deuxièmement, je vous ai expliqué de tendance dans un régime. Il y a ceux qui veulent la paix, qui prônent l'apaisement et recherchent le compromis. Cette ligne peut triompher, comme la ligne de la fermeté, sans savoir forcément qui en est le détenteur, peut également s'imposer. Après les événements du 28 septembre, j'ai senti personnellement, parce que nous avons mené des combats internes liés à la perception que chacun de nous peut avoir de la conduite de la transition ou non, mais tant que c'est dans le cadre du débat interne, il n'y a pas d'inimité particulière, ni de débordement excessif, ça peut se gérer. Mais lorsque vous avez le sentiment, investi d'un mandat, d'une petite portion d'autorité, que vous n'avez pas voix au chapitre, vous n'avez pas de pouvoir de décision, votre voix ne passe même plus, qu'est-ce que vous faites en âme et conscience? Si vous êtes un homme conséquent, qui a des scrupules, c'est d'être cohérent avec vous-même. Est-ce que vous avez senti dans le comportement du président Dadis, il exerçait réellement son pouvoir de contrôle ou il avait effectivement la maîtrise de la situation? Le président Dadis était dans un grand démocratisme parce que, comme je vous l'ai dit, son bureau ne désemplissait jamais. Je ne l'ai jamais vu d'autorité prendre une décision. D'ailleurs, même parfois, c'était difficile de prendre une décision parce que non seulement il voulait écouter tout le monde, mais il voulait que la décision reflète la synthèse de tous les points de vue, de tous les courants, de manière à ne vexer personne et à ne pas donner le sentiment de privilégier une tendance sur une autre. On peut appeler ça du compromis, comme on peut considérer que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, de la décidophobie. Vous répondez en grand philosophe aux différentes questions que vous ont posées, M. Thibou. Vous n'êtes pas très direct dans vos réponses, je vais dire. Et nous aimons des réponses assez directes. Je vous ai dit, est-ce qu'à un certain moment, vous avez senti dans son comportement qu'il n'avait plus le contrôle de la situation ou la maîtrise de la situation? Est-ce que vous avez senti cela? Monsieur le procureur, je crois avoir répondu en amont à cette question. Si vous pouvez revenir là-dessus. Je vous ai dit que... Mais de façon précise. Je vous ai dit que juste après les événements, je l'ai trouvé dans le couloir, les mains sur la tête. Et quand il m'a vu, non, il a relevé la tête. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai très bien compris la question. Laissez-le finir, monsieur le procureur. Allez-y. Il a relevé la tête pour dire, est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait? Vous pensez que quelqu'un qui pose une telle question, il contrôle la situation? Ou il est maître de tout? Merci, c'est répondu.
Le président Dadis, lors de son passage ici, a dit qu'il y avait un complot qui était ourdi contre lui. Un complot ourdi par le général Sekouba Konaté, le professeur Alpha Condé et leur exécutant Toumba. Vous qui avez eu la chance d'approcher toutes ces personnalités, est-ce que vous pouvez croire en de tels propos? Vous me permettrez, monsieur le procureur, de ne pas répondre à la question parce que ma réponse aurait un caractère spéculatif. Et j'ai fait le serment de dire, les choses avec précision, avec exactitude et certitude. Mais là, on est dans le domaine un peu spéculatif et je m'en méfie un peu, si vous permettez. Merci beaucoup. Que savez-vous de la présence des recrues de Kalia au sein du camp Alpha Yaya? Rien du tout, monsieur le procureur. Aussi, colonel Pivi avait envoyé 500 hommes qui avaient séjourné dans l'enceinte du camp pendant des jours. Tout ce qui relève des questions militaires, d'ordre sécuritaire, je suis incompétent pour en parler parce que je n'en sais absolument rien. D'accord. Et y avait-il des conteneurs qui servaient de lieu d'incarcération au niveau des différents services qui menaient des enquêtes, notamment chez le colonel Tchebro, chez le colonel Issa et chez Pivi? C'est dans le même registre, monsieur le procureur. Vous n'avez pas vu de conteneurs dans l'enceinte du camp? Non, 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 pas du tout. Franchement, non. D'accord. Pour vous, la garde présidentielle pouvait se permettre d'aller au stade sans avoir reçu d'instruction? Je préfère parler de ce que je sais et me limiter à cela, monsieur le procureur. D'accord. Je ne veux pas faire de jugement de valeur. Vous ne savez rien aussi des charniers? Vous n'avez pas entendu parler? En dehors de ce qui en a été dit dans la presse, non. D'accord. Est-ce que, avant votre démission, le président Dadis avait entrepris même une sanction disciplinaire à l'égard d'un officier ou d'un agent? Le bruit courait dans les rangs qu'il y aurait eu des sanctions contre les présumés auteurs et responsables de ces événements, mais je n'en sais pas plus. En tout cas, le bruit courait que les actes ne resteraient pas impunis. Mais comme entre-temps, j'étais parti, donc je n'ai plus suivi la suite. D'accord. Mais vous croyez au massacre du 28 septembre? Si j'y crois, je n'ai pas très bien compris. Oui, est-ce que vous croyez qu'effectivement il y a eu des massacres au stade? J'avoue que je n'arrive pas à très bien comprendre la question. Si vous avez compris, M. Tibou. Non. Est-ce que vous croyez fermement qu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre? Vous savez pourquoi j'ai dit que je ne comprends pas la question? Pour deux raisons simples. Il y a eu tellement de commentaires, tellement de rapports qui ont été établis sur ces événements. Et nous-mêmes, nous sommes à un procès à la suite de ces présomptions de massacre et de bain de sang. Est-ce que ces rapports et commentaires ont emporté votre conviction? J'ai été moins sensible à tout cela que ce que moi-même j'ai vu comme détresse des familles et comme image à chaud des événements tels qu'ils sont déroulés. Moi, je pense que la douleur des familles, des victimes et de leurs familles, et les images poignantes, insoutenables que la plupart d'entre nous avons vues par la magie des médias, suffisent à emporter, pas la conviction, parce que ça, c'est du domaine de la justice, mais à nous émouvoir en tant qu'êtres humains. D'accord. Vous êtes d'accord avec nous qu'il y a eu des morts au stade? C'est évident, sinon on n'en serait pas là. Bien. Il y a eu des cas de viol aussi.
J'en ai entendu parler, mais je ne peux pas en donner la preuve formelle et catégorique. D'accord. Pour vous, qui a fait ça? Qui a fait cela? Qui pouvait faire cela? Monsieur le procureur, vous demandez un travail d'enquête à la place de ma déposition de témoin. Peut-être qu'il me faudrait d'autres qualifications pour l'avenir, pour essayer de satisfaire la curiosité du parquet, mais je suis vraiment incompétent pour cette question. Merci pour le moment, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le procureur. Je voudrais vous poser quelques questions seulement. La première que j'ai envie de vous poser, c'est votre nomination est intervenue quand? Parce que vous avez dit que vous étiez chargé de communication auprès de M. Moussa Dadis Camara, alors président de la transition, et du ministre de la Défense nationale, M. Général Sekouba Konaté. Votre nomination est intervenue quand? Après que le CNDD ait été installé, que le gouvernement ait été mis en place, c'est longtemps après l'installation du régime et les premières nominations que cette nomination est intervenue de commun accord entre le capitaine Dadis et son compagnon d'armes, le général Sekouba Konaté. C'est longtemps après la mise en place du régime. D'accord. Votre collaboration a duré combien de temps? À peu près, ça n'a pas été très long parce que je crois que le capitaine Dadis est resté moins d'1 an ou juste un peu plus d'1 an. Je ne sais plus exactement, mais moi c'est juste quelques mois. Ça n'a pas duré longtemps. Alors pendant ces quelques mois d'activité, vous étiez à cheval, je suppose, entre M. Moussa Dadis Camara et le général Sekouba Konaté. Il vous arrivait de donner des conseils à l'un et à l'autre? Oui, monsieur le procureur. Donc ça veut dire que, en termes clairs, votre rôle ne se limitait pas strictement à la communication, mais parfois vous donniez des conseils, des directives. Vous savez, la communication, c'est un concept global. Ce n'est pas seulement être attaché de presse, ça veut dire relayer l'information. Ça peut être aussi de donner l'état de l'opinion à celui qui vous a mandaté pour s'occuper de sa communication, de manière à orienter son choix et à motiver ses décisions. C'est pourquoi c'est de la communication, vous voyez, des sondages d'opinion. Ici, ce n'est pas un sondage d'opinion, mais puisque nous sommes en contact plus souvent avec la réalité que les chefs d'État qui sont à un niveau très élevé de la fonction d'État, nous partageons la perception que la population pourrait avoir de leur action, de leur œuvre, pour que, s'ils le souhaitent, ils en tiennent compte dans la façon de faire et de décider. Donc indirectement, on est impliqué à donner des conseils à partir du moment où on est proche de l'opinion et on sait à peu près quelles sont les grandes tendances au sein des populations. En termes clairs, puisque tous les deux, M. Moussa Dadis Camara et le général Sekouba Konaté étaient des militaires, ils exerçaient parfois des fonctions politiques. Et vous, vous êtes un civil. Est-ce qu'il vous arrivait de donner des conseils à connotation purement politique? Je viens d'en donner l'exemple en disant, par exemple, que j'avais convaincu le capitaine Moussa Dadis de former un gouvernement d'union nationale et qu'il était d'accord. Ça, c'était un conseil à connotation politique. Et justement parce que je donnais des conseils chaque fois que j'en avais l'occasion, où il me le permettait,
C'est pour cette raison que le général Sékouba Konaté, que je ne connaissais pas avant la mise en place du CNDD, lorsqu'il lui a été donné de conduire la seconde phase de la transition, ayant pris le temps de me connaître et de discuter avec moi, m'a fait confiance pour faire de moi son homme de confiance dans la deuxième phase de la transition. C'est le résultat des conseils que je donnais. Parlant des événements du 28 septembre, des douloureux événements du 28 septembre 2009, vous avez assisté à l'échange entre M. Moussa Dadis Camara et le président de l'UFR, M. Sidya Touré. C'est par votre téléphone que cette communication a bien eu lieu. Quel était le ton employé par M. Moussa Dadis Camara ce jour? Le temps de la négociation et de la recherche d'un compromis avec un interlocuteur qui avait une position différente de celle qu'il avait souhaité qu'il ait. Donc c'était sur le ton de la courtoisie. Et comme je vous l'ai dit, c'est lui-même qui m'a demandé d'appeler le président de l'UFR. Cela suppose qu'il y avait une relation de confiance et d'estime. Et donc, si tel est le cas, on peut l'imaginer, on ne peut pas commencer la discussion avec un interlocuteur privilégié avec lequel on a des relations de courtoisie et de confiance sur un ton combinatoire. Alors, visiblement, c'est... Excusez-moi. M. Sidya Touré a dû dire au président, M. Moussa Dadis Camara, qu'il se faisait tard et qu'il ne pouvait pas joindre les autres organisateurs pour leur faire part d'un quelconque report. Après, est-ce que M. Moussa Dadis Camara n'a pas eu un langage colérique pour dire à M. Touré qu'au cas où la manifestation aurait lieu, qu'il engageait son anti-responsabilité ou les organisateurs engageraient leur anti-responsabilité? Est-ce que vous n'avez pas entendu le président, M. Moussa Dadis Camara, dire ça? Vous savez, M. le procureur, on n'a pas été, je le réitère encore, au bout de la discussion. C'est s'il y avait une conclusion à la discussion qui ne satisfaisait pas le capitaine, qu'il aurait pu avoir une réaction ou une autre. Mais j'ai appelé une première fois. La ligne s'est coupée. J'ai rappelé une seconde fois. La ligne s'est coupée. Et après, quand on voit un téléphone qui est éteint, on le sait tout de suite. Par la suite, le téléphone était éteint. Justement, ma conclusion aujourd'hui avec le recul et le temps, c'est que le président de l'UFR ne voulait certainement pas dire non au président Dadis, embarrassé de lui donner une telle réponse. Donc il a décidé de faire le vide. Et à partir de là, aucune réaction ne pourrait suivre du moment que on n'a pas su quelle était sa position définitive, même si dans la discussion, il a exprimé un point de vue. Quand M. Moussa Dadis Camara vous a envoyé vous chercher, l'a envoyé M. Issa Camara, vous avez dit, vous cherchez. Quand vous êtes venu au camp Alpha Yaya Diallo, y a-t-il eu des chefs militaires qui vous ont trouvé là pour lui faire le point des événements du 28 septembre? Je veux parler de M. Moussa Djebro Camara, je veux parler de M. Claude Pivi ou du ministre de la Santé d'alors, M. Abdoulaye Chérif Diaby. Aucun d'eux ne vous a trouvé là pour faire le point de la situation de ce qu'ils ont entendu dire ou de ce qu'ils ont vécu pour les uns au stade du 28 septembre? Non, monsieur le procureur, mais ce qui est sûr, après les événements, comme vous pouvez l'imaginer, comme c'est le cas souvent en période de crise, comme on le voit, lorsqu'il y a eu les événements du 28 septembre, tout ce qui était en fonction
naturellement, cherchait à rallier le camp, soit pour exprimer la sympathie ou la solidarité par rapport à la tragédie, ou alors pour essayer d'expliquer ou de comprendre ce qui a pu arriver pendant cette journée noire. C'est tout à fait normal, même si je n'ai pas vu quelqu'un en particulier, que lorsqu'il y a une crise, que tout le monde converge vers le siège du pouvoir et le chef-lieu de décision, si on peut dire comme ça, pour savoir quelle est la situation qui prévaut. Pendant le peu de temps que vous y avez fait, vous n'avez vu personne de ces trois-là? Non, je ne suis pas resté longtemps, monsieur le procureur. D'accord. Alors, je reviens sur l'échange entre M. Moussa Dadis Camara et M. Sidia Touré. M. Moussa Chebro Camara était bien dans la pièce où M. Moussa Dadis Camara parlait au téléphone avec M. Sidia Touré. Vous n'aviez pas vu M. Chebro vous savez, dans la pièce où on vous a demandé, M. Camara vous a demandé d'appeler le président de l'UFR et que vous vous êtes exécuté. Une première fois, la communication a été interrompue. Vous avez dû rappeler. Une seconde fois, le numéro était éteint selon vous. Monsieur Moussa Chebro Camara n'était-il pas à côté? Vous savez, je vais revenir sur la scène. Lorsque c'est arrivé... Bon, vous n'avez pas besoin de revenir, vous pouvez répondre par oui ou par non. Non, je ne l'ai pas vu. En fait, je voulais l'expliquer dans quelle posture. Vous l'avez expliqué plusieurs fois. D'accord. Je termine par votre démission qui est intervenue le 2 novembre 2009. Je voulais savoir si c'était un acte de désapprobation par rapport à tout ce qui s'est fait ou c'était pour la conscience et la mémoire collective de la République que vous avez rendu votre démission pour dire que vous ne vous associez pas à toute cette tragédie qui a eu lieu au stade du 28 septembre, le même 28 septembre. Deuxièmement, et que vous étiez impuissant de donner une quelconque réponse à ce qui était arrivé, et donc pour vous, la meilleure façon était de rendre le tablier pour ne pas qu'on vous associe à tout cela. Merci, monsieur le procureur. Je vais expliquer exactement les raisons de ma démission dans les termes que vous venez d'évoquer. Je pourrais vous en donner une copie. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs les assesseurs. Le parquet en a fini. Voilà, avant que le tribunal donne la parole au ministère public pour des questions, j'ai vu plusieurs doigts s'élever du côté de la défense pour rappeler au tribunal que certainement c'était le tour de la défense. Je pense que les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale règlent cela. Donc la défense a la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal, Monsieur le ministre, avec la permission du Président, bien entendu, à la lecture de votre PV, nous constatons avec beaucoup de satisfaction que vous n'êtes témoin de rien dans les événements du 28 septembre. Mais moi, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Vous avez dit que vous vous êtes entretenu avec le général Sekouba le 27, lorsque vous étiez à l'Abbé, au sujet des événements et de la manifestation. Dites-nous,
Que vouliez-vous prévenir en vous entretenant avec lui? Mais je voulais vous répondre très simplement. Lorsque il y a une manifestation, notamment des forces politiques dans un pays, le premier souci d'une autorité publique digne de ce nom, quel que soit le déroulement de la manifestation, que l'ordre public ne soit pas affecté, mais surtout qu'il n'y ait pas de blessés ni de victimes, des morts en particulier. Parce qu'il y a longtemps quand même que des manifestations sont organisées dans ce pays. On sait toujours comment ça commence, mais on ne peut jamais prévoir comment ça peut finir, même si le plus souvent, c'est émaillé d'incidents qui causent des dégâts matériels importants et malheureusement des pertes en vies humaines. Merci, Monsieur le ministre. On a compris que suite à votre entretien avec le général Sekouba, il a adhéré à votre demande. Et il s'est chargé de parler au capitaine Moussa Dadis. En avez-vous discuté aussi avec le président Dadis au sujet de cette manifestation, ce jour-là du 27? Si, je l'ai dit. Quelle était sa position? Non, il était un peu dubitatif parce qu'il ne voyait pas de raison de manifester, ne voyant pas de conflit avec les acteurs politiques et surtout convaincu d'avoir de très bons rapports avec la plupart d'entre eux. Parce que je l'ai indiqué ici, je le dois à la vérité et à l'histoire de le dire, il avait des relations suivies et privilégiées avec la plupart des leaders politiques à l'époque. Ils échangeaient au téléphone. Certains d'entre eux venaient le voir dans l'intimité de son bureau, individuellement ou collectivement, pour des raisons et d'autres. Donc pour lui, c'était des partenaires qui n'avaient pas de problème particulier avec lui, au point de descendre dans la rue. Donc il a dû penser certainement que je n'avais pas de raison de m'inquiéter à ce moment-là. Ok, à cet instant, est-ce que vous, en tant que témoin, à l'observer, vous avez constaté qu'il était opposé à cette manifestation selon votre état d'âme de ce jour? Mais vous avez dit que je n'ai été témoin de rien. Pardon, excusez. Vous avez dit que je n'ai été témoin de rien. Et vous me posez une question. S'il vous plaît, éloignez-vous un peu du micro, parce qu'on a du mal de fois à comprendre ce que vous dites. Oui, monsieur le ministre, l'intérêt de ma question, c'est de savoir, parce que vous avez discuté avec le général, vous êtes entretenu avec lui, mais vous, qu'est-ce que vous avez constaté? Il était opposé à cette manifestation, selon vous? Il n'y croyait même pas, pour s'opposer ou ne pas s'opposer. Il n'y croyait pas. Ce qui veut dire qu'il n'avait aucune connaissance de la manifestation. Oui, je crois. Très bien. Et vous avez dit que vous l'avez vu, où il avait pris la tête en vous disant, voyez-vous ce qu'on m'a fait? Vous pensez que il se sentait trahi? Écoutez, moi j'ai dit ce qu'il a dit. Je laisse libre cours à chacun de tirer la conclusion de son choix. Parce que, est-ce que, selon vous, cet état d'âme-là a causé ou bien a provoqué quelque chose dans sa gestion du pouvoir? Je ne voudrais pas aller en dehors des faits et de mon témoignage en faisant des commentaires. Mais, monsieur le ministre, vous devez éclairer le tribunal. Et quand vous constatez qu'il était dévasté de la sorte, selon vous, il était dévasté parce que ses citoyens sont morts, ou bien c'est parce qu'il s'est vu, il a vu son pouvoir, il s'est vu désobéi par l'opposition et la force vive. Entre les deux, qu'est-ce qui le touchait? Qu'est-ce qui l'a dévasté? Écoutez, je ne pourrais pas répondre à sa place. Je pense comme il aura l'occasion de passer ici, certainement vous pourrez lui poser la question. Moi, je décris les faits tels que je les ai vécus, en évitant autant que faire se peut une interprétation qui est toujours de nature tendancieuse. D'accord, très bien. Mais vous, en tant que ministre de la Communication, avez-vous été témoin de quel acte posé par le capitaine Dadis ou vous-même en tant que ministre de la Communication? Par rapport à quoi? L'événement du 28 septembre. Je pense que ceux qui sont passés ici
ont expliqué tout ce qui a été entrepris, notamment la visite aux blessés, l'assistance pour les soins dans les hôpitaux et d'autres mesures d'apaisement liées notamment aux enquêtes pour faire la lumière sur ces événements. Parce que si je me rappelle, il avait été institué à l'époque une commission nationale d'enquête et autant d'autres mesures que d'autres plus compétents étant plus concernés pourront vous détailler. Ok. Donc, même en qualité de ministre, vous ne pouvez apporter aucun témoignage de votre institution devant le tribunal? J'ai dit que j'étais un ministre en portefeuille. Un ministre en portefeuille? Bien sûr. Ah, d'accord, ok. Ok. Écoutez, devant ce tribunal, il a été apporté ici qu'il y a eu des événements qui sont passés au camp Koundara. Et on accuse mon client... S'il vous plaît. Oui. On va parler, il est là pour témoigner des événements. S'il vous plaît. Je suis dans ce cadre-là, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Je voudrais savoir s'il peut apporter à votre tribunal... S'il vous plaît, il est là pour témoigner des événements qui se sont passés au stade du 28 septembre. Mais là, d'accord, Monsieur le Président. Ce qui veut dire que, Monsieur le ministre, d'après le Président, je pense que moi, je n'aurai pas assez de questions alors à vous poser, étant donné que votre PV m'a éclairé que vous n'êtes témoin de rien. Donc, vous ne pouvez pas témoigner aussi que vous avez entendu un quelconque torture de la part de Paul Massa, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Voilà. D'accord, Monsieur le Président. Je vous remercie. Et je passe la parole à quelqu'un d'autre. Allez-y. Voilà. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Messieurs du parquet également. Je vous remercie. Particulièrement, Monsieur Camara, je vous remercie pour vous être associé aux victimes des événements douloureux du 28 septembre, pour reprendre votre propre terme, mais également pour exprimer des souhaits vifs que des innocents puissent échapper à la condamnation quelconque. Parce que vous avez la conviction, seule la justice et les textes de loi peuvent avoir une position générale, c'est-à-dire la même par rapport à tout le monde, et que c'est sur cette base que la réconciliation à laquelle nous nous attendons à la fin de ce procès puisse être réalisée. Monsieur Camara, vous avez tenu à rappeler le voyage de l'abbé, l'appel que le président Dadis vous a demandé de placer en direction du président Sidya Touré, mais également le 28 septembre pour ce que vous en savez. Alors, si nous prenons l'abbé, de vos explications, on comprend que l'abbé n'était pas un prélude aux événements du 28 septembre. Aucunement. L'abbé est un programme présidentiel qui a été accompli. Et ce n'est qu'au retour à une station de service où le cortège a stationné que vous avez eu la possibilité d'approcher le président et le général Sekouba Konaté pour lui faire état de ce que vous avez entendu par rapport au 28 septembre. Alors, est-ce que on peut admettre
que jusqu'au départ de l'abbé, venant à Conakry, que le président Dadis n'était pas au courant qu'il y avait un projet de manifestation le lendemain. Non, il n'était pas au courant parce que lorsque je lui en ai parlé, il ne voyait pas de péril en la demeure. Il ne voyait pas de péril en la demeure. Et plus tard, vous avez ajouté que il ne voyait même pas l'opportunité de manifester dans la mesure où de la pratique qu'il faisait de l'exercice du pouvoir, il était permanemment en contact, en négociation, en discussion, en conciliation avec et les partis politiques et la société civile. Je me permets de rappeler ici un propos du même Sidya Touré au cours de ce qu'on appelait couramment le Dadis Show, où il a demandé, Monsieur le Président, permettez que nos femmes puissent rejoindre le lit conjugal à temps, parce que maintenant, aucune femme ne rentre se coucher sans vous avoir regardé à la télé. Moi, j'ai personnellement écouté ça. Peut-être que quand Sidya acceptera de venir ici, il me démentirait ou confirmerait ce que je suis en train de dire. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes donc rentré à Conakry et chacun est parti à son domicile. Comme pour renforcer l'idée de l'information de Monsieur le Président Dadis, est-ce que vous estimez que si cette information de manifester le lendemain était à sa connaissance, il aurait laissé les membres du gouvernement rentrer chez eux sans demander que vous vous retrouviez au camp le soir, à votre retour à Conakry? Ça aurait été possible de laisser chacun rentrer comme ça, sans instruction, sans consensus, sans partage de l'information? Ça aurait été possible, cela? C'est une question? Oui. Non, je crois que je l'ai déjà dit. Lorsque je lui ai parlé de la manifestation qui était projetée, il n'y croyait pas. Et donc, naturellement, il n'a pas pris le sujet au sérieux. Pas qu'il n'en était pas suffisamment imprégné, mais parce que, j'insiste, il ne voyait pas de raison de manifester et il était en contact avec la plupart de ceux qui organisaient cette manifestation, soit au titre de leur parti politique ou dans certains des apartés qu'il avait avec lui pour parler soit du processus de transition en tant que tel ou du processus de transmission du pouvoir à l'issue des élections. Très bien. Donc, vous n'avez senti aucune inquiétude? Non. Très bien. Non plus une préoccupation pour pouvoir empêcher la tenue de ces manifestations? S'il était inquiet, tel que je le connais habituellement, oui, il aurait saisi l'information au bon et comme vous l'avez relevé, il aurait ameuté l'ensemble de ses collaborateurs pour essayer de trouver une solution au problème, parce que le capitaine Dadis était quelqu'un qui n'aimait pas du tout les problèmes, et chaque fois qu'un problème se posait, et ce n'était pas la première fois que j'appelais Sidya, que j'appelais Selou ou d'autres acteurs pour lui, dès qu'il y a un problème, il en fait part avec généralement beaucoup de virulence et demandait tout de suite que la personne concernée soit contactée pour trouver une solution. Beaucoup d'entre eux sont venus ainsi et souvent au Camp Al-Faya pour conférer avec lui autour de problèmes divers. Très bien. Les échanges qu'il a eus avec Sidya Touré étaient
échanges sous forme de requêtes, sous forme d'ordre donné ou sous forme d'informations à obtenir. Requête et plaidoyer. Plaidoyer. Très bien. Alors, c'est, n'est-ce pas, sous ces marques de symphonie inachevée, comme vous l'avez dit, que vous et le président Dadis, vous vous êtes quittés. Vous êtes partis à votre domicile pour n'être rappelé que le lendemain après les événements du 28 septembre. Vous êtes naturellement venus avec ce que vous avez appris par les médias. Alors, quand vous êtes rentré, dès qu'il vous a vu, il a exclamé: mon ami, vous avez vu ce qu'on m'a fait? Absolument. En âme et conscience, vous avez pensé à quoi en ce moment? Permettez, maître, que je m'en tienne à mon principe de ne pas verser dans le commentaire après avoir relaté les faits. Je vous le concède. Le président vous avait demandé de savoir est-ce que vous aviez compris ou le président vous aurait dit qui a fait? Non. Voilà. Ou qu'est-ce qui a été fait? Non. Merci également. Alors, monsieur le ministre, quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé le président Dadis, après qu'il vous ait dit ce qu'il vous a dit là, qu'est-ce que son état vous a inspiré? De la compassion et de la commisération. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'est un donneur d'ordre qui était là, des événements, qui avait la main dans les événements? Est-ce que vous avez compris ça? Ma réponse appellerait à une prise de position et j'ai décidé de m'en tenir au fait. Tiens, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Donc, en définitive, vous n'êtes pas, il ne vous a pas été donné la possibilité d'aller au stade du 28 septembre. Vous, personnellement, vous n'avez pas été au stade du 28 septembre. Non, j'étais à mon domicile. Très bien. Tout ce que vous pouvez dire ici, c'est soit ce que vous avez vu à l'écran, soit ce que vous avez lu dans la presse écrite, ou ce que vous avez entendu sur les ondes. N'est-ce pas? Non, je vous ai dit Oui. que mon témoignage sous le serment de dire la vérité consiste à dire ce que moi-même, personnellement, j'ai entendu, vu et vécu. Pas ce que j'ai entendu dire ou qu'on m'aurait dit. Oui. C'est pourquoi je voudrais rester dans ce cadre strict du témoignage rigoureux, fidèle aux faits, avec le maximum de scrupules et de neutralité. Très bien. Alors, en définitive, puisqu'il fallait quand même, pour soi-même, ne serait-ce que réunir un minimum d'informations sur ces événements du 28 septembre, à quel moment, évidemment, si vous avez la possibilité, pardon, autant pour moi, je m'excuse, excusez-moi, vous aurez entendu le nom ou les noms de qui que ce soit parmi les personnes accusées qui passent à cette barre, parmi lesquelles le président Dadis.
Non, maître, vous savez, j'insiste. Et... Je vous comprends. Non, s'il vous plaît. Moi, je comparais ici en tant que témoin. Je ne suis pas un acteur politique qui est dans un meeting et je ne suis pas un candidat qui vient faire campagne ici. Je ne cherche pas la sympathie et les faveurs de l'opinion et je ne cherche pas de voix d'électeurs. Je cherche à éclairer la lanterne de la justice sur le pan des événements dans le flot des récits que moi, je connais. Donc, je ne suis pas là dans une opération de charme, Très bien. ni pour faire une campagne. Je viens aider la justice du pays de manière à ce que la vérité soit dite et que la justice soit rendue à qui de droit. Merci, monsieur le témoin. Moi, je vous comprends parfaitement, mais je dois vous préciser que vous êtes un témoin cité par le parquet. Le parquet, c'est l'accusateur. En principe, celui qui l'amène ici, c'est pour appuyer ses accusations. Alors, que vous veniez avec l'objectivité par laquelle vous faites votre livraison des faits à votre connaissance, laissez-moi vous dire que on s'attendait à quelque chose de plus accablant, n'est-ce pas, puisque vous êtes, ça c'est dans la formulation, ce n'est pas dans la réalité, vous êtes un allié du parquet. Je vous remercie, monsieur le président. Maître, c'est bon, ce n'est pas une question, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question. C'est une remarque. Hein? C'est bon, maître, il a compris. Voilà, je vous remercie, monsieur le président. Vous avez le droit de demander un repos. Vous pouvez dire que vous êtes fatigué, vous avez envie de vous reposer, donc le tribunal sera obligé de suspendre. Si vous le voulez, effectivement. Non, monsieur le président, j'avais juste voulu dire que la vérité n'a pas de camp et la justice que vous incarnez n'a pas d'obédience. Donc moi, je suis à la disposition de la justice pour dire ce que je sais, seulement ce que je sais. Monsieur Maître Diakité, vous vouliez poser des questions sur les faits qui sont reprochés à votre client en ce qui concerne les tortures au camp Koundara actuel Makambo. Allez-y. Merci, monsieur le président. Merci de m'avoir donné la parole. Juste deux petites questions, monsieur le ministre. Et étant sous la magistrature de capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que devant ce tribunal, vous pouvez aussi, en tant que témoin du parquet, donner une quelconque affirmation qui pourra, comme on appelle, consolider votre témoignage ici? Vous vouliez poser des questions sur les tortures au moment où le tribunal était le tribunal vous a retiré la parole. D'accord, merci monsieur le président, autant pour moi. Est-ce que vous êtes témoin d'un quelconque enlèvement ou d'une quelconque séquestration ou une quelconque torture qui serait faite par des soldats du camp Koundara? Je n'étais pas là, j'étais déjà parti à l'étranger. Très bien. Merci, monsieur le président. C'est tout ce que j'avais. Merci. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît, maître. Oui. Je pense que vous-même, vous aviez signalé que votre client n'était pas dans la salle. Monsieur le président, pour votre gouverne, je suis constitué pour 2 accusés. C'est ce que je vous rappelle parce que vous avez dit que votre client n'était pas dans la salle. C'est l'un de mes clients. Voilà. D'accord? J'ai 2 clients. Il y a un qui n'est pas dans la salle, mais le second, il est là. Je suis constitué. Le second, c'est qui? Monsieur Mamadou Aliou Keita. J'ai ma constitution qui est versée au dossier et puis j'étais là à ses côtés. Allez-y. Peut-être que le tribunal a oublié. Alors, monsieur le ministre, je voudrais juste vous poser quelques questions de précision, puisque je vais juste
prendre la parole pour vous dire que tout à l'heure, le bâtonnier vous a posé une question. Tout en vous rappelant que vous êtes ici en qualité de témoin du ministère public. C'est le ministère public qui vous a cité. Alors, puisque nous parlons ici des événements du 28 septembre, et que normalement, votre comparution en qualité de témoin devrait concerner les événements du 28 septembre. Alors, monsieur le ministre, étiez-vous au stade du 28 septembre 2009? Non. Monsieur le ministre, à la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous avez vu un seul cadavre? Non. Est-ce que, monsieur le ministre, à la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous avez vu une seule femme violée? Non. Alors, est-ce que vous savez en réalité la raison de votre comparution devant ce tribunal? Oui. Alors, puisque vous le savez, qu'est-ce que vous pouvez donner ici comme témoignage pour attester qu'il y a eu effectivement massacre, qu'il y a eu viol, qu'il y a eu assassinat au stade du 28 septembre 2009 et par qui? Non, je crois que mon témoignage porte sur un événement qu'il y a eu en amont et qui pourrait, selon ceux qui ont souhaité que je comparaisse, expliquer certains des aspects des événements ultérieurs. Justement, puisque vous-même vous l'avez dit, que votre comparution concerne un événement en amont. Mais est-ce que vous savez que le tribunal est saisi pour des faits qui se sont déroulés au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009? Est-ce que vous le savez? Je ne suis pas parti dans le procès, je ne peux pas répondre. Alors, de ce que vous venez de déposer, nous avons relevé qu'à la date, à l'entame bien sûr de votre déposition, vous avez dit que vous allez intervenir sur 3 pans, notamment le voyage de l'abbé, le fameux coup de téléphone, comme vous l'avez dit, fait passer M. Sidia Touré, mais aussi le jour du 28 septembre 2009. Et effectivement, vous avez rappelé tous ces aspects. Et ici, dans cette même salle, vous êtes venu confirmer quand même les propos de certains accusés qui sont dans ce box. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer une fois encore que l'appel du 27, hein, c'est le 27, la nuit du 27 au 28 décembre 2009, était bel et bien à l'initiative du président Moussa Dadis Camara? Oui, après une discussion avec moi. Vous le confirmez? Absolument. Merci. Ensuite, est-ce que vous confirmez que M. Sidia Touré avait bel et bien éteint son téléphone? Après 2 interruptions, son téléphone était éteint. Était éteint. Alors, vu que vous l'avez appelé avant minuit ou un peu après minuit, vous l'avez dit ici dans cette salle, mais vous êtes parvenu quand même à l'avoir par 2 fois avant que la conversation ne s'interrompe. Alors, est-ce que, à votre avis, en tant que homme d'État, pétri d'expérience, est-ce que si M. Sidia Touré avait la volonté,
ce jour de joindre ses collègues des partis politiques, à votre avis, est-ce qu'il n'allait pas pouvoir le faire? Parce que vous l'avez quand même eu au téléphone. À propos de l'heure tardive, je dois dire que ce n'était étonnant pour personne à cette époque d'être appelé ou reçu aussi tard. C'était même une habitude, une règle qui était établie, parce qu'en dehors de l'appel spécifique, il leur arrivait de rendre visite au capitaine à ces heures pareilles, sinon parfois bien au-delà. Donc il n'y avait rien d'insolite et d'inhabituel par rapport aux mœurs et aux pratiques qui avaient cours à l'époque. D'accord. Donc, vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Puisque M. Sidia Touré, dans son procès verbal, indique que vous l'avez appelé tard et qu'il n'avait aucune possibilité en ce moment de joindre les autres pour, si vous voulez, faire annuler la manifestation qui était projetée. Est-ce que c'est pourquoi je vous ai demandé, à votre avis, est-ce que cela tient, cet argument? Comme je l'ai dit, à cette époque, tous étaient appelés et reçus à des heures tardives de la nuit, et ça ne semblait déranger personne à cette époque-là. Aussi bien ceux qui travaillaient avec le capitaine Dadis que ses visiteurs, y compris les leaders politiques. Ça, je peux le dire avec certitude, parce que j'ai été témoin de la rencontre de beaucoup d'entre eux avec le capitaine Moussa Dadis. Parfois, comme cette nuit-là, c'est moi-même qui les appelais, parce que c'était un rôle que je jouais auprès du capitaine Dadis, d'appeler pour lui, à l'occasion, certains des acteurs de la vie nationale. Alors, est-ce que, à votre avis, cette attitude du président de l'UFR n'est pas la preuve qu'ils étaient décidés à en découdre avec le pouvoir en place? J'ai fait le serment de ne pas prendre position, ni de commenter les attitudes des uns et des autres. Le tribunal appréciera. Alors, merci, je respecte bien entendu votre position. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous confirmez qu'à la date du 28 septembre 2009, lorsque vous vous êtes retrouvé dans l'impossibilité de rallier le camp Alpha Yaya, est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara a pris sur lui le soin de vous faire escorter par M. Issa, paix à son âme, colonel Issa, avec certains éléments? Vous le confirmez? Oui. N'est-ce pas la preuve qu'il avait vraiment besoin de discuter avec vous? Vous savez, avant le 27, longtemps avant, lui et moi, je viens d'évoquer une de nos discussions que nous avions eues dans le passé, plus avec le général Sekouba, mais aussi avec lui. J'avais vraiment une tradition de discussion. Ce n'était rien d'isolé ou d'inhabituel. C'était courant. C'était courant. Alors, je reviens sur le voyage à l'Abbé. Puisque dans cette même salle, certains ont dit que le voyage sur l'Abbé, c'était une campagne d'intimidation. C'était une campagne, si vous voulez, de démonstration de force. Alors, vous qui étiez avec le président et d'autres membres du régime à l'Abbé ce jour, aviez-vous constaté un quelconque mouvement relatif à une campagne d'intimidation ou de manifestation
de démonstration de force sur le terrain? Je crois que tous ceux qui sont passés là ont unanimement reconnu que le voyage de l'ABE s'est déroulé sans incident, sans conflit, et je m'en tiens à ça, parce que c'est cela la vérité. Il n'y a pas eu le moindre incident, le moindre accrochage. Nous sommes partis dans la paix et nous sommes rentrés dans la quiétude. Merci, Monsieur le Président. Merci, distingués assesseurs. Monsieur Thibou Kamara, bonsoir. Bonsoir. J'ai une seule question. C'est pour conquérir la première victoire avec vous en tant que témoin de parquet. Vous confirmez, pendant que le président Dadis communiquait avec le leader Sidia Touré, vous confirmez également que le colonel Thibou Kamara n'était pas là, oui ou non? Non, je dis que je me rappelle qu'il y avait d'autres personnes avec le capitaine Dadis, mais que je ne pourrais pas les identifier formellement. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il était là, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire qu'il était là, comme je ne peux pas affirmer qu'il n'était pas là. Ok. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser des questions à deux niveaux. Le premier niveau concernera la personnalité de celui que je défends. Et le deuxième concernera les faits que vous avez vécus et les infractions qui lui sont reprochées. Par rapport à la personnalité du président Dadis, qu'est-ce qui a prévalu à votre nomination? Est-ce que vous vous connaissiez avant? Non. Et qu'est-ce qui a prévalu à votre nomination? Il m'a reçu une ou deux fois. Nous avons eu l'occasion d'échanger et je me rappelle à l'issue des entretiens qu'on avait, le général Sekouba Konaté et lui en parlaient à mon absence et d'ailleurs à l'époque j'en riais beaucoup. Ils m'avaient tous les deux, je ne sais pas pour quelle raison, surnommé l'animal juif. Quand j'ai cherché à comprendre ce qu'il en était, le capitaine Dadis et Sekouba disaient que j'étais très libre dans la discussion et que j'avais la force de défendre mes convictions et que c'était rare dans le milieu du pouvoir où la plupart des gens s'alignent systématiquement sur les convictions du chef et le suivent dans n'importe quelle direction qu'il prend. D'accord. À cet instant précis de cette discussion, j'imagine qu'il vous a convaincu de rejoindre son équipe. Absolument. Selon vous, quelle était la vision? Quels sont les éléments qu'il vous a donnés ou des arguments qu'il a développés devant vous et qui vous a poussé à accepter d'entrer, de faire partie de son équipe pour conduire la transition? Il ne m'a pas nommé d'un trait. C'est après quelques fréquentations et à l'issue de nombreux entretiens qu'on a eus et de quelques missions ponctuelles par rapport à des mandats politiques, notamment de discussions avec les acteurs, qu'il a estimé qu'il avait besoin de quelqu'un à ses côtés qui discute politique et essaie de le conseiller par rapport à la conduite du processus de transition, en particulier dans ses relations avec les acteurs. D'accord. Cet homme que vous avez rencontré, avec qui vous avez eu des discussions, jusqu'au 27,
est-ce que selon vous, je ne vous demande pas de commenter, des faits, est-ce que vous avez senti à lui que c'était un homme de dialogue, donc de discussion, ou bien c'était quelqu'un qui était hostile à toute opposition, à toute confrontation d'idées? Non, il aimait beaucoup discuter. Je dirais même qu'il aimait beaucoup les confrontations intellectuelles, argument contre argument, idée contre idée, parce qu'au sein du groupe militaire, c'était, on pourrait dire, pour reprendre un peu l'expression du général Sékouba Konaté, c'était le plus politique d'entre tous dans le groupe des militaires. Et lui avait besoin d'autres interlocuteurs et partenaires politiques pour discuter, parce que dans le groupe, il n'avait pas d'équivalent pour discuter des sujets politiques ou du fonctionnement de l'État, parce que ce n'était pas la vocation initiale de ses collaborateurs et il n'avait pas acquis d'aptitude dans le domaine. D'accord. Donc, si on comprend, jusque-là, c'était un homme de dialogue, il était ouvert à toute discussion. J'insiste là, sur ce point-là, Monsieur Camara. Est-ce que vous confirmez que le président Dadis travaillait presque dans la nuit, tard dans la nuit? C'était une autorité publique. Très bien. Est-ce que vous confirmez à cette audience au tribunal que le président Dadis recevait régulièrement les leaders politiques? Absolument. La nuit? Absolument. Est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait de très bons rapports avec M. Sidya Touré? Tout à fait. Quand il vous a demandé d'appeler M. Sidya Touré, selon vous, est-ce que ce n'était pas sur la base des rapports cordiaux, donc des relations cordiales qu'il entretenait avec ce dernier et qu'il se disait que peut-être lui, je pourrais effectivement lui faire entendre raison pour qu'il puisse convaincre ses collègues opposants de faire annuler la manifestation ou de délocaliser simplement cette manifestation? C'est clair qu'il avait une préférence pour lui, parce que ce n'était pas le seul qui était concerné par l'organisation de la manifestation. Et si ça ne tenait qu'à moi, parce que moi je connais mieux la classe politique et la mentalité de chacun, si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais fait un choix différent. Mais quand le président vous dit d'appeler quelqu'un de son choix et de sa préférence, vous l'appelez. D'accord. Et effectivement, vous avez appelé M. Sidya Touré avec votre téléphone. Dans le PV de M. Sidya Touré, j'ai eu l'occasion de poser la question ici à cette salle au président Dadis. Je ne vous dirai pas ce qu'il a donné comme réponse. Est-ce que la question a déjà été posée? Est-ce qu'en un seul instant, le président Dadis a utilisé un ton menaçant vis-à-vis du président Sidya Touré? Je persiste et signe que non. D'autant que l'esprit de la discussion, qui n'a pas été à son terme, donc qui est inachevé, était de trouver un accord. Je ne crois pas qu'on puisse aller à la paix en montrant ses muscles. D'accord. Je rappelle cette question parce que il a été dit à cette audience que le président Dadis aurait menacé le président Sidya Touré au téléphone. Donc on comprend, selon dans votre explication, que non seulement le but de la communication ne pouvait pas aller dans ce sens-là, le contexte ne s'y prêtait pas et les relations entre les deux hommes ne pouvaient pas conduire à cette éventualité. Bien sûr que non. D'accord. Sur la même question, le président Sidya Touré, dans son procès verbal d'audition, lui qui a affirmé que le président Dadis lui aurait menacé, a quand même eu l'opportunité
de rencontrer le président Loussouny Fall, à qui il a expliqué. J'ai posé la question de savoir, est-ce que si le président Dadis avait menacé le président Sidya Touré, est-ce qu'il n'aurait pas en parlé à ses collègues opposants? Je ne vous demande pas de faire un commentaire sur ces questions-là. Monsieur Camara, le jour de l'événement du 28 septembre, vous dites que vous avez été appelé par le président et que vous êtes venu lui rejoindre au camp. L'état dans lequel vous lui avez trouvé, vous l'avez décrit. Est-ce que c'était un homme abattu qui avait le sentiment d'être trahi, ou dans quel état vous l'avez trouvé, selon vous? Dans quel état vous avez trouvé le président Sidya Touré et le président Dadis lorsque vous l'avez trouvé au camp Al-Fayha? Un homme totalement dévasté. Dévasté. Très bien. Je reviens, puisque vous avez décrit déjà la personnalité qu'il est et des faits qui se sont déroulés devant vous. Je reviens sur les faits, les infractions pour lesquelles il est poursuivi. Vous étiez très proche du président Dadis. Est-ce que vous l'avez vu donner des ordres pour aller au stade? Est-ce qu'il a donné un seul ordre à qui que ce soit de se rendre au stade du 28 septembre? Devant moi? Oui. Et à ma connaissance? Oui. Non. Donc, ni devant vous, et personne de son entourage ou du gouvernement ne vous a dit que le président Dadis aurait donné des ordres aux personnes de se rendre au stade. Je ne parle même pas d'abord de ce que ces supposées personnes seraient parties faire au stade. Non, pas des infractions d'abord. D'abord de s'y rendre au stade. Est-ce que vous en avez même entendu parler? Non. D'accord. Est-ce que le président Dadis a adopté des comportements qui auraient provoqué les agissements des forces de l'ordre au stade? Selon... est-ce que vous avez vécu de ces comportements de sa part qui auraient provoqué les agissements des forces de l'ordre au stade? Maître, je crois avoir relaté ici à cette barre ce que j'ai personnellement vu, entendu et vécu. Et je ne me rappelle pas avoir abordé le sujet que vous venez d'évoquer. Très bien. Nous, on insiste là-dessus parce que nous sommes devant un tribunal criminel. Nos clients ont été renvoyés pour des faits précis. Et vous, vous avez été cité comme témoin par la personne ou par la partie qui les poursuit. C'est pour ça que nous posons des questions sur les contours des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Est-ce que, selon vous, le président Dadis, ou à votre présence, ou à votre connaissance, que ce soit publiquement, ou que ce soit à l'occasion d'une réunion quelconque, à laquelle vous auriez participé ou pas, est-ce que vous avez entendu ou assisté que le président Dadis a donné des ordres pour aller au stade? Je réitère encore que devant moi, à ma connaissance, non. D'accord. Monsieur Camara, peut-être une dernière question que je vais vous poser. Vous avez dit à l'entame de vos propos qu'il faut placer les choses dans leur contexte et que dans l'exercice d'un camp, on est dans l'idée peut-être de conservation du pouvoir et de l'autre côté, la conquête du pouvoir et que beaucoup de choses peuvent se passer. Est-ce que, selon vous, et puisque vous avez déjà donné votre avis là-dessus sur la question, est-ce que la manifestation du 28 septembre
est-ce qu'elle aurait pu être évitée s'il y avait de la bonne foi de part et d'autre? Merci, maître, de me poser cette question. Comme j'ai eu à le rappeler, la question de la gestion des manifestations politiques, des manifestations en général, s'est toujours posée dans notre société démocratique avec beaucoup d'acuité. Je me rappelle que lorsque la question a été soulevée sous le régime du président Alpha Condé, il fallait encore une fois... Est-ce que vous pouvez répondre directement à la question? J'aime bien, Monsieur le Président, parce que... Si vous pouviez répondre directement à la question, c'est mieux. Mais la réponse venait de l'explication. Mais comme c'est un commentaire qui m'a demandé... Je pense que la question est claire. Donc je préfère m'en tenir au fait. D'accord. Je vais poser peut-être une dernière question. Peut-être autrement. Cette histoire dont on est en train de discuter tourne autour du fait que le président Dadis a dit: si vous me poussez, je vais ôter la tenue pour être candidat à la présidentielle. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous, parce que vous avez demandé au général Konaté, et ça c'est les faits, ce n'est pas une opinion que je demande, vous avez demandé au président Konaté que je souhaite que effectivement la manifestation soit reportée. Il a adhéré à l'idée et vous en avez parlé au président. Donc votre volonté, selon vous, à cet instant précis, vous vous dites par exemple que si la manifestation aurait pu être évitée, si toutefois le consensus avait prévalu, par exemple. Est-ce qu'on peut conclure à cette éventualité? Voilà, ce que je voulais expliquer brièvement, oui. Qu'il est possible de concilier deux soucis qui rendent parfois l'organisation des manifestations difficile. C'est le souci de rassurer l'État qu'il n'y aura pas de débordement et la possibilité à ceux qui organisent les manifestations d'exercer leurs droits et leurs libertés. Et cela passe par un consensus qui peut se traduire par une responsabilisation, par exemple, de ceux qui organisent les manifestations et par l'État qui, derrière, essaie d'encadrer les manifestations pour qu'il n'y ait pas de débordement ou de conflit entre manifestants et contre-manifestations. Donc, il y a un compromis possible. D'accord, autre chose. Autre chose, il est ressorti des débats ici que vous étiez rendu au chevet des leaders politiques malades, je crois, à l'hôpital. Est-ce qu'un tel événement s'était produit? Oui. C'était sur l'instruction de qui? Non, c'était une initiative personnelle, parce que parmi les blessés et les victimes, j'avais des amis et j'ai estimé qu'il fallait leur apporter ma compassion et ma solidarité. Mais bien sûr, je ne pouvais le faire si je n'étais pas sûr que ça n'irait pas à l'encontre de mon engagement et de ma loyauté au système auquel j'appartenais. D'accord. Donc vous aviez des amitiés avec ces leaders politiques d'alors. D'accord. Est-ce qu'on peut conclure que la déclaration selon laquelle de certains, je veux pas, M. Sidia Touré, qui a déclaré dans son PV que M. Tibou Kavara aurait demandé de faire appliquer la loi. Est-ce qu'on pourrait conclure que, puisque vous vous étiez déjà rendu là-bas et que vous n'auriez pas pu tenir de tels propos à leur rencontre? Non, celui qui l'a dit et moi, on a une histoire d'amour qui est connue de tout le monde. C'est pourquoi je dis que je préfère ne pas commenter, parce que M. Sidia Touré et moi, merci, merci, monsieur le ministre, merci pour vos réponses. Monsieur le ministre, tout à l'heure, mon confrère Diakité, en vous posant la question,
a dit que vous n'êtes témoin de rien. Moi, je vais apporter la démonstration que vous êtes témoin de quelque chose. Monsieur le ministre, à titre préliminaire, je veux qu'on précise ceci. Oui ou non, vous aviez été nommé ministre conseiller à la présidence et conseiller auprès du ministre de la Défense nationale avant de démissionner le 2 novembre 2009. Oui. Oui ou non? Après le passage du pouvoir entre les mains du général Sekouba Konaté, vous aviez été nommé par ce dernier comme ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Oui. Oui ou non, c'est sous votre règne que la transition sous les CNDD a été achevée. Oui. Cela suppose que vous maîtrisez correctement les rouages du pouvoir de ces réalités pendant cette période, n'est-ce pas? Possible. Très bien. Oui ou non, pendant le règne du capitaine Moussa Dadis Camara, il y avait des éléments incontrôlés. Je veux parler des hommes en uniforme qui pouvaient opérer sans être commis par leur hiérarchie. J'ai dit que je ne souhaitais pas me prononcer sur des questions relevant de la défense, de la sécurité à cette époque-là. Vous savez, je vais me permettre de poser, c'est votre droit de ne pas répondre, mais vous avez rappelé quand même que vous étiez ministre auprès du ministre conseiller auprès du ministre de la Défense nationale, ce qui veut dire que vous aviez au moins certaines connaissances du comportement des forces de défense et de sécurité. Je pense que là-dessus, vous pouvez donner au moins votre opinion. Je ne cite nomme personne. Je veux juste que vous confirmiez ou que vous infirmiez, oui ou non, pendant la transition CNDD, il y avait des éléments incontrôlés sur lesquels on n'avait aucune mainmise. Vous décrivez une situation qui explique la réforme de l'armée qu'il y a eu par la suite. Donc, j'ai ma réponse et je pense que le tribunal l'a compris. On s'est compris. Oui. Vous aviez donné des réponses ici. J'ai bien envie d'avoir la confirmation. Est-ce que vous confirmez vos propos selon lesquels le président Moussa Dadis Camara ne s'attendait pas à la tenue de cette manifestation parce que dans ses entretiens réguliers avec les leaders politiques, il n'a jamais été question de manifestation? Oui, je confirme. Vous avez aussi rappelé que quand vous êtes venu voir le président, il n'était pas dans une tenue de travail et il n'était pas derrière son bureau. Vous confirmez ce propos? Il était dans sa chambre. Très bien. Je ne vous demande pas de tirer les conséquences, mais je pense que le tribunal tirera les conséquences le moment venu. Vous avez également déclaré ici que c'est à la demande du capitaine Moussa Dadis Camara que vous aviez appelé M. Sidia Touré. Oui. Vous maintenez ce propos, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Vous avez également rappelé ici que vous avez trouvé le capitaine assis dans un couloir, les mains sur la tête. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle interprétation que vous avez tirée de cette position, monsieur le ministre? Comme je dis, j'ai le sentiment que j'avais affaire à un homme totalement dévasté. Très bien. Oui ou non, vous maintenez vos propos selon lesquels, autant pour moi,
la conversation avec M. Sidya Touré n'a pas été houleuse ni belliqueuse. Il ne l'a pas menacé. Vous maintenez ce propos? Bien sûr. Très bien. Oui ou non, vous maintenez vos propos selon lesquels il y avait un sentiment de détresse des mois au stade, au camp, le 28 septembre 2009. Absolument. Très bien. Alors, vous aviez déclaré tout à l'heure avoir trouvé le président dans une situation d'impuissance. Vous maintenez ce propos? Non, ça c'était lié aux raisons de ma démission. Mais Oui. tel que je l'ai vu, ne m'a pas personnellement rassuré par rapport à la situation qui Très bien. prévalait. Justement, c'est par rapport à ça que je pose ma question. Cette impuissance, selon vous, c'était face à qui ou face à quoi? Je ne saurais le dire. Je respecte votre réponse. Vous avez aussi déclaré que le président Moussa Dadis Camara avait déjà pris des dispositions pour faire évacuer les leaders blessés au stade, notamment El Hadj Mamadou Selou d'Alain Diallo. Vous maintenez ce propos? Oui, parce qu'il m'en a parlé. Très bien. Oui ou non, M. Selou d'Alain Diallo et ses pairs sont librement sortis